Si vous avez faim, ce n'est pas un désir déterministe, c'est une sous-personnalité qui a un objectif et ensuite elle a toute une série de schémas d'action qui vont fonctionner en référence à cet objectif. Elle a toute une série de perceptions qui conviennent à cet objectif et organise vos réponses émotionnelles autour de cet objectif. Donc penser à cela comme une personnalité est une façon beaucoup plus intelligente de le voir. Une autre chose à propos des rats de Skinner, vous savez que Skinner pouvait amener les rats à faire presque tout, et il les récompensait avec de la nourriture. Donc il avait un modèle simple de rat, mais ces rats étaient affamés, réduits à 75% de leur poids corporel normal. Donc non seulement ils n'étaient pas des rats sociaux et grégaires comme le sont les rats, parce qu'ils étaient isolés, ils étaient aussi génétiquement modifiés par rapport aux rats sauvages. Mais ils n'étaient pas non plus aussi complexes qu'un rat normal parce qu'ils étaient affamés. Mais vous savez, un rat affamé est un modèle assez bon d'un rat. Et un rat a un modèle assez bon d'une personne. Mais beaucoup de nos modèles d'apprentissage comportemental simples étaient basés sur des rats isolés et affamés. Donc de toute façon, comment penser à la motivation? Eh bien, pensez-y du point de vue de l'hypothalamus. On pourrait dire qu'une chose que fait la motivation est de fixer des objectifs. On pourrait dire que les émotions suivent le progrès vers les objectifs et je vais utiliser ce schéma bien qu'il ne soit pas exactement correct. Alors vous dites, eh bien, la motivation détermine où vous allez viser. Donc si vous avez faim, vous allez viser quelque chose à manger et cela organisera vos perceptions de manière à éliminer tout ce qui n'est pas pertinent pour cette tâche, ce qui est presque tout. Vous vous concentrez sur ces quelque chose qui vont faciliter votre mouvement vers l'avant. Lorsque vous rencontrez ces choses, cela produit une émotion positive pendant que vous avancez dans le monde vers votre objectif et vous voyez que les choses se mettent en place de manière à faciliter votre mouvement vers l'avant. Ces choses provoquent des émotions positives. Et si vous rencontrez quelque chose qui se met en travers de votre chemin, cela produit des émotions négatives et cela peut être une menace parce que vous ne devriez pas rencontrer quelque chose qui gêne votre chemin. Cela peut être de la colère pour que vous l'écartiez. Cela peut être de la frustration, de la déception, de la tristesse. Si vous avez une réponse sérieuse à un obstacle, cela punira probablement ce petit objectif jusqu'à le faire disparaître. Donc par exemple, vous descendez et je ne sais pas, et l'entreprise de construction envoie une boule de démolition dans votre cuisine. Cela va être décevant. Vous ne continuerez pas à manger votre sandwich au beurre de cacahuète parmi les décombres. Cet objectif va être puni jusqu'à disparaître et un nouveau va surgir et l'ancien va disparaître. Et vous savez, une des choses que nous allons essayer de résoudre est comment décider quand vous avez rencontré un obstacle si grand que vous devriez simplement abandonner et faire autre chose. Parce que cela n'est pas évident, vous savez, et vous pouvez facilement tomber dans la persévérance contre-productive. Donc nous ne savons pas comment les gens résolvent ce problème. C'est quelque chose de vraiment compliqué. De toute façon, nous allons travailler sur ce scénario. Votre hypothalamus génère des micro-objectifs directement pertinents pour la survie biologique, ce qui crée un cadre de référence. Donc ce n'est pas un objectif, ce n'est pas un désir et ce n'est pas une collection de comportements, c'est une petite personnalité. Et la personnalité a un point de vue, elle a des pensées qui l'accompagnent, elle a des perceptions, elle a des tendances d'action. Tout cela, vous pouvez voir cela clairement dans les dépendances, surtout. Donc, une des choses que vous trouvez souvent chez les personnes alcooliques, c'est qu'elles mentent tout le temps. Et cela est dû au fait que elles ont construit une petite personnalité dépendante de l'alcool en elles-mêmes, ou peut-être une grande, peut-être que c'est 90% de leur personnalité. Et l'une des choses que cette personnalité contient, ce sont toutes les rationalisations qu'elles ont utilisées au fil des ans pour justifier leur dépendance à elles-mêmes et aux autres. Ainsi, la dépendance a une personnalité, vous savez. Et donc, lorsque la personne est déprimée, peut-être qu'elle est dépendante de la méthamphétamine ou quelque chose comme ça, où nous savons que la dépendance c'est plus puissant à court terme que la dépendance à l'alcool. Elle dira n'importe quoi. Et les mots ne sont que des outils utilisés pour atteindre l'objectif. Et si ces mots sont trompeurs, peu importe, ce sont juste des outils pratiques pour atteindre l'objectif. Et ensuite, quand vous atteignez l'objectif et prenez une bonne dose de méthamphétamine ou quelque chose comme ça, vous renforcez toutes ces rationalisations que vous avez utilisées pour obtenir la drogue et la prochaine fois, vous serez un meilleur menteur. Alors, bien,
Disons que la motivation est une façon de penser à la fixation des objectifs. Mais ce n'était pas la bonne façon de le voir. Ils produisent tout un cadre d'interprétation. Alors nous allons réfléchir à ce cadre d'interprétation et ensuite les émotions émergent à l'intérieur. Donc voilà, le monde est cadré, la motivation fixe les objectifs. Vous pourriez dire que le monde doit être cadré pour que la motivation fixe ce cadre, dont les objectifs, les émotions, les perceptions et les actions. Et ensuite les actions suivent le progrès. Ainsi, l'émotion positive indique que vous avancez correctement vers votre objectif et si vous rencontrez quelque chose que vous ne vous attendiez pas à voir, vous vous arrêtez. Cela, c'est de l'anxiété. C'est comme « Oh, nous ne sommes pas où nous pensions être, donc nous ne savons pas quoi faire. Alors nous devrions nous arrêter parce que nous ne savons pas où nous sommes, ni ce que nous faisons. » Vous vous figez. Et ensuite, les émotions négatives les plus puissantes, comme la douleur, pourraient vous faire sortir de là. Ainsi, les émotions avancent et si vous vous arrêtez, vous inversez. Ce sont vos émotions à l'intérieur de ce cadre motivé. Et cela représente un autre exemple de la façon dont votre esprit est ancré dans votre corps. Vous savez, les émotions sont comme... Elles sont des ramifications des tendances d'action. C'est la bonne façon de les concevoir, car l'action est tout, fondamentalement. Alors, quelles sont les motivations de base? La plupart d'entre elles sont régulées par l'hypothalamus, d'ailleurs. Et cela vous montre à quel point il est important en tant que système de contrôle. Une autre chose utile à savoir sur l'hypothalamus, c'est qu'il a des projections qui montent depuis lui, qui ressemblent à des troncs d'arbres, et des projections inhibitrices qui descendent, qui ressemblent à des vignes de raisin. Vous pouvez donc contrôler votre hypothalamus tant qu'il n'est pas trop activé, mais s'il est activé de manière sérieuse, c'est comme s'il gagnait. Alors, une partie de ce que vous faites pour éviter de tomber sous le contrôle de votre hypothalamus est de ne jamais être dans un endroit où son action serait nécessaire. N'est-ce pas? Vous ne voulez pas aller dans un bar de motards parce que vous pourriez vous retrouver dans une situation où l'agression défensive en état de panique est immédiatement nécessaire. Vous ne voulez probablement pas cela, vous ne voulez pas de panique, vous ne voulez pas de terreur, vous ne voulez pas de combat frénétique, vous ne voulez rien de tout cela. Vous ne voulez pas avoir à fuir dans une panique totale, donc vous ne vous y rendez tout simplement pas. Et ensuite, une grande partie de la façon dont nous régulons nos émotions est simplement en évitant d'aller dans des endroits où nous devons les expérimenter, et cela a très peu à voir avec le contrôle inhibiteur interne, et tout à voir avec le fait de rester là où vous appartenez. Alors voilà, motivation de base, faim, soif, douleur. La douleur n'est pas régulé par l'hypothalamus, c'est un circuit différent. Colère, agression, régulation thermique, panique et fuite, affiliation et soin, désir sexuel, exploration, jeu, et vous pouvez les diviser en les catégories darwiniennes classiques aussi, et dire, eh bien, il y a un ensemble de motivations qui vont avec le maintien de soi, vous devez survivre, manger et vous défendre. Alors je les ai classées de cette manière. Les motivations de maintien de soi, il y a des motivations ajustables qui vont avec le maintien de soi et vous dites que c'est la faim, la soif. Il y a un ensemble de motivations défensives, douleur, colère, régulation thermique, panique et fuite. Et ensuite, il y a des motivations associées à la reproduction, à l'affiliation, aux soins et au désir sexuel. Et puis, je mets l'exploration et le jeu un peu en dehors de cela. Je dirais parce que ces deux choses servent à la fois à environ égalité. Quand je suis allé à Harvard, je venais de Yale et j'avais passé beaucoup de temps avec mon conseiller là-bas et une équipe de recherche qu'il avait, en essayant de comprendre l'origine du comportement antisocial et surtout chez les adolescents. Donc, eh bien, aussi chez les enfants, le comportement antisocial est très persistant. Donc si vous avez un enfant dont le comportement est perturbé à l'âge de 4 ans, la probabilité qu'il devienne délinquant à 15 ou 20 ans est extrêmement élevée. C'est incroyablement stable. C'est une littérature très décourageante parce que vous voyez ces enfants agressifs de début précoce et cela persiste. Et ensuite, vous regardez la littérature des interventions et vous levez les mains parce qu'aucune intervention ne fonctionne. Et croyez-moi, les psychologues ont essayé tout ce que vous pouvez imaginer et un tas de choses que vous ne pouvez pas pour améliorer cela. Donc nous étions vraiment intéressés à essayer de comprendre. Donc, par exemple, si vous êtes antisocial à l'âge de 4 ans, alors il ne semble pas y avoir d'intervention efficace. Et la théorie pénologique standard est vraiment assez horrible à cet égard. Parce que ce que vous voyez,
c'est que l'agression masculine atteint son apogée vers 15 ans et puis elle diminue assez rapidement et se normalise à nouveau vers 27 ans. Et la théorie pénologique standard est essentiellement aussi froide que ça. C'est comme si vous avez quelqu'un qui est un délinquant multiple, vous le mettez en prison jusqu'à ce qu'il ait 27 ans, puis il en sort et c'est tout. C'est ce que nous avons actuellement. Maintenant, il y a un inconvénient à cela, car il existe une littérature corrélative qui suggère que la pire chose à faire avec les personnes antisociales est de les regrouper ensemble, ce que nous faisons dans les prisons. Donc cela crée tout un problème. Bref, l'une des choses que nous faisions était d'essayer de voir s'il pourrait y avoir des prédicteurs cognitifs du comportement antisocial. Et donc, nous avons utilisé cette batterie de tests neuropsychologiques qui a été compilée à l'Institut neurologique de Montréal. Cela a duré environ 11 heures à être administré et évalué hypothétiquement la fonction corticale préfrontale et nous l'avons informatisée, réduite à environ 90 minutes. Et puis nous avons évalué les adolescents antisociaux à Montréal et avons découvert qu'ils montraient des déficits dans la capacité de résolution de problèmes que nous associons à la capacité préfrontale. Quand je suis arrivé à Harvard, j'ai pensé, eh bien, c'est intéressant, nous pourrions utiliser la batterie neuropsychologique pour prédire un comportement négatif, peut-être pourrions-nous l'utiliser pour prédire un comportement positif. J'ai donc pensé, eh bien, et si nous retournions la batterie neuropsychologique et réfléchissions, pouvons-nous prédire les notes, par exemple? Parce que vous savez, c'est une chose décente à prédire. Alors nous avons mené une étude. Nous avons mené une étude qui étudiait les étudiants de Harvard, ceux de l'Université de Toronto, les ouvriers d'une usine de Milwaukee et les cadres et dirigeants de la même usine. Et ce que nous avons trouvé, c'est que la note moyenne à travers ces tests neuropsychologiques, qui étaient en quelque sorte comme des jeux, était relativement homogène. Dans l'un des tests, il y avait 5 lumières au centre de l'écran et une boîte était associée à chaque lumière et vous deviez apprendre par essai et erreur quelle boîte était associée à chaque lumière. C'était l'un des tests. Nous avons donc pris la moyenne des résultats des gens à travers les tests parce qu'ils semblaient se regrouper en une structure unique. Vous pouvez le vérifier statistiquement si vous prenez plusieurs tests et observez comment ils se regroupent statistiquement en analysant leurs motifs de corrélation. Et vous pourriez obtenir plusieurs groupes, ce qui se passe avec la recherche en personnalité, où vous obtenez 5 groupes, où vous pourriez obtenir un seul groupe, ce qui se passe dans la recherche cognitive. Et nous avons obtenu un groupe unique en essentiel. Puis nous avons essayé de comprendre si, en même temps, je lisais la littérature sur la prédiction des performances, et il existe une littérature étendue sur la prédiction des performances, beaucoup d'entre elles générées par les forces armées, d'ailleurs indiquant que le QI est un très bon prédicteur de la réussite à long terme dans la vie. Voici donc la règle générale. Si votre travail est simple, ce qui signifie que vous faites la même chose tous les jours, alors le QI prédit à quelle vitesse vous apprendrez le travail, mais pas à quel point vous le ferez bien. Mais si votre travail est complexe, ce qui signifie que les exigences changent constamment, alors le meilleur prédicteur du succès est l'aptitude cognitive générale. Et j'ai appris que le test d'aptitude cognitive générale se regroupait en un seul facteur, l'intelligence fluide ou QI. Et puis nous ne savions pas si le facteur que nous avions trouvé était le même facteur que le QI. Et nous n'avons toujours pas vraiment compris si c'était le cas, car cela dépend de la façon dont vous faites l'analyse. Mais bon, j'ai beaucoup étudié la littérature sur la prédiction des performances. Et j'ai découvert que si vous voulez prédire les performances des gens dans la vie, il y a quelque chose à savoir. Vous devez connaître leur aptitude cognitive générale s'ils vont faire un travail complexe. Vous devez connaître leurs traits de conscienciosité. Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de cela sous le nom de grille, une rebranding très corrompue d'ailleurs, car c'est un bon prédicteur du succès à long terme dans la vie. L'absence d'émotions négatives, faible névrosisme, est un autre prédicteur, mais c'est un peu le troisième sur la hiérarchie. Et ensuite, l'ouverture à l'expérience, qui est un trait de personnalité, est associé à l'expertise dans les domaines créatifs. Voici les preuves. Maintenant, je devrais vous dire, c'est une question compliquée, je devrais vous dire comment faire un test de QI, c'est en fait très facile, et vous devez savoir cela pour comprendre ce qu'est vraiment le QI. Alors imaginez que vous générez un ensemble de 10 000 questions, d'accord, sur n'importe quoi. Cela pourrait être des problèmes de mathématiques, de culture générale, du vocabulaire,
des questions à choix multiples, peu importe de quoi il s'agit, tant qu'elles nécessitent de l'abstraction pour être résolues. Elles peuvent être formulées linguistiquement, mais les mathématiques s'appliquent aussi. Ensuite, mais vous avez ces 10 000 questions. Maintenant, vous prenez un échantillon aléatoire de 100 de ces questions et vous les donnez à 1000 personnes et tout ce que vous faites est de sommer leurs réponses. Voilà, certaines personnes vont avoir la plupart des réponses correctes et d'autres vont avoir la plupart des réponses fausses. Vous classez simplement les gens en fonction de leur score, vous ajustez cela en fonction de l'âge et vous avez un test de QI. C'est tout ce qu'il y a à faire. Et ce que vous trouverez, c'est que peu importe quel échantillon aléatoire de 100 questions vous prenez, les gens au sommet d'un échantillon aléatoire seront au sommet de tous les autres, avec une consistance très élevée. Donc une chose que vous devez savoir, c'est que si toute science sociale quelconque prétend quoi que ce soit qui soit correct, alors les affirmations sur le QI sont correctes, car les affirmations sur le QI sont plus rigoureuses psychométriquement que n'importe quel autre phénomène qui a été découvert par les scientifiques sociaux. Maintenant, la littérature sur le QI est une littérature décourageante. Personne ne l'aime. Voici pourquoi. Voici un exemple. Voici un petit fait amusant pour vous, pour les libéraux et les conservateurs, parce que les conservateurs pensent qu'il y a un travail pour tout le monde. Si les gens se lèvent et se mettent au travail, et les libéraux pensent que vous pouvez former n'importe qui à faire n'importe quoi. C'est comme, non, il n'y a pas de travail pour tout le monde, et non, vous ne pouvez pas former tout le monde à faire n'importe quoi, c'est faux. Et voici l'une des conséquences de cela. Comme je l'ai mentionné, les forces armées ont fait beaucoup de travail sur le QI, et elles ont commencé en 1919, et la raison pour laquelle elles ont fait cela, c'est évidente. Imaginez qu'il y a une guerre, et vous voulez mettre des gens qualifiés dans les postes d'officiers le plus rapidement possible, sinon vous allez perdre, donc c'est une raison. Et maintenant, les forces armées ont expérimenté avec les tests de QI depuis 1919. Au cours des 20 dernières années, une loi a été adoptée à la suite de cela. Et quelle était cette loi? Qu'il était illégal d'incorporer dans les forces armées toute personne ayant un quotient intellectuel, QI, inférieur à 83. Maintenant, la question est pourquoi? Et la réponse était que tous les efforts investis par les forces armées ont indiqué que si vous aviez un QI de 83 ou moins, il n'y avait rien que vous puissiez être formé à faire dans l'armée qui ne soit pas contre-productif de manière positive. Maintenant, vous devez réfléchir à cela, parce que l'armée est désespérément en manque de personnes, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme si les gens faisaient la queue pour être recrutés, n'est-ce pas? Ils doivent sortir pour recruter, et ce n'est pas facile. Alors, ils sont désespérés d'avoir toutes les personnes qu'ils peuvent gérer, surtout en temps de guerre, mais aussi en temps de paix. Mais il y avait aussi une autre raison. Les forces armées étaient également structurées d'un point de vue politique pour prendre des personnes issues des classes populaires, pour ainsi dire, et les former pour les déplacer au moins vers la classe ouvrière ou peut-être la classe moyenne. Il y a donc aussi un élément politique dans cela. Et d'un certain point de vue, vous pouvez aussi voir que l'armée est désespérée de recruter des gens, mais avec un QI de 83 ou moins, cela ne se passe pas. Maintenant, combien de personnes ont un QI de 83 ou moins? 10 prétichettes. Maintenant, si cela ne vous fait rien de l'entendre, alors vous ne l'avez pas entendu correctement, car ce que cela implique, c'est que dans une société complexe comme la nôtre, et une société qui devient de plus en plus complexe, il n'y a rien que 10% de la population puisse faire. Eh bien, que allons-nous faire? Allons-nous ignorer cela? Allons-nous fuir cela? Et croyez-moi, nous avons toutes les raisons de le faire. Ou allons-nous faire face au fait que nous devons trouver comment il pourrait être possible de trouver une place pour les personnes à l'extrémité inférieure de la distribution cognitive générale afin qu'elles trouvent leur place productive et précieuse dans la société. Et ce ne sera pas juste une question de dépenser de l'argent par la hiérarchie, parce que donner de l'argent à des personnes qui n'ont rien à faire n'est pas utile. Cela ne fonctionne pas. Ce n'est pas aussi simple que cela. Eh bien, c'est en quelque sorte une réponse à la question de savoir si nous devrions traiter le QI de manière directe. C'est comme, si vous pouvez trouver un défaut dans cette logique, allez-y, ce n'était pas que j'étais ravi de découvrir tout cela. Pas du tout, ce n'était pas la situation. Alors, le QI est-il fiable et valide? C'est la première question. Il est plus fiable et valide que tout autre test psychométrique que les scientifiques sociaux ont conçu, avec une différence d'environ 3 fois.
c'est le premier fait. Le deuxième fait est qu'il prédit le résultat à long terme dans la vie avec un coefficient d'environ 0,3 à 0,4, ce qui laisse 70 à 85% de l'histoire inexpliquée. Mais c'est toujours ce que nous avons de mieux. Eh bien, il est également vrai que dans des endroits comme la Grande-Bretagne, lorsque les tests de QI ont été introduits, ils ont en fait été utilisés par les socialistes pour identifier les personnes pauvres ayant un potentiel cognitif et les déplacer vers des institutions d'enseignement supérieur. Il y a donc aussi un aspect social positif à cela. C'est quelque chose dont vous ne pouvez pas parler sans être immédiatement attaqué. Alors je suis réticent à aborder le sujet, mais je vais vous dire une chose que j'ai faite la semaine dernière qui est pertinente à ce sujet. D'abord, nous devrions noter que la race est une chose très difficile à définir, car les frontières raciales ne sont pas strictes. Alors, lorsque vous parlez des différences raciales en matière de QI, vous êtes confronté au problème épineux de définir la race, et c'est un gros problème d'un point de vue scientifique. Mais laissons cela de côté. J'ai écrit un article cette semaine. À un moment donné, quelqu'un s'est levé lors de l'une de mes conférences et, qu'il en soit béni soit béni, ils ont pris cette question en particulier et l'ont utilisée comme une indication de la qualité des personnes qui sont mes soi-disant suiveurs. Et, soit dit en passant, la qualité de mes soi-disant suiveurs est assez élevée et vous pouvez le découvrir rapidement rien qu'en regardant les commentaires sur YouTube, qui sont au-dessus des standards des commentaires de YouTube. Je vous assure. Alors, quelqu'un m'a demandé à propos de la question juive, et l'implication était en réalité que c'était une personne juive, et l'implication était que les juifs sont surreprésentés dans des positions d'autorité et de pouvoir. J'avais parlé pendant 1h30, et tu sais, ce type avait quelque chose à reprocher, et je me suis dit, il n'y a aucune fichue manière que je me mette dans ça en ce moment. Alors j'ai dit que je ne pouvais pas répondre à cette question, mais ce n'était pas une très bonne réponse. Alors j'ai écrit un article sur mon blog cette semaine, et j'ai dit, regardez, voici la situation. D'accord, les juifs sont surreprésentés dans des positions de pouvoir et d'autorité, mais alors, ouvrons un peu les yeux et pensons pendant 2 ou 3 secondes, et demandons-nous, qu'en pensez-vous? Ils sont aussi surreprésentés dans des positions de compétitivité, et ce n'est pas que nous avons plus de génie que nous ne savons quoi en faire, et si les juifs en produisent beaucoup plus, ce qu'ils font, alors c'est plutôt bon pour le reste d'entre nous. Alors ne confondons pas compétitivité et pouvoir et autorité, bien que ce soit l'un des jeux favoris des radicaux de gauche, qui échouent toujours à faire cette distinction. Bon, pourquoi cette surreprésentation se produit-elle? Parce que ça se produit. Il y a aussi une surreprésentation dans les mouvements politiques, y compris les mouvements politiques radicaux, d'accord? Pourquoi? Bon, réponse 1. Conspiration juive, d'accord? Ce n'est pas une très bonne réponse. On a déjà utilisé cette réponse auparavant. D'accord, mais avons-nous une alternative? Eh bien, voici une alternative. Le QI moyen des Ashkénazes est compris entre 110 et 150, ce qui est environ une écart type au-dessus de la moyenne de la population. Et ce que cela signifie, c'est que le QI moyen des Ashkénazes juifs européens est plus élevé que celui de 4,25% de la population. C'est assez élevé. Maintenant, cela ne fait pas beaucoup de différence au milieu de la distribution, d'accord? Mais les génies ne se trouvent pas au milieu de la distribution, ils se trouvent aux extrémités de la distribution. Et il n'est pas nécessaire de beaucoup déplacer la moyenne pour produire d'énormes différences aux extrémités, et les extrémités sont importantes parce qu'une grande partie des personnes exceptionnelles proviennent des exceptions. Non. Voici un autre exemple du même phénomène. La plupart des ingénieurs sont des hommes. Pourquoi? Parce que les hommes sont plus intéressés par les choses et les femmes sont plus intéressées par les personnes. Et tu pourrais dire, eh bien, c'est socioculturel, c'est-à-dire que ce n'est pas, et on le sait parce que si tu compares les pays selon leur politique sociale égalitaire, ce que tu peux faire de manière assez efficace, et ensuite tu regardes la surreprésentation des hommes, dans les domaines STEM, la surreprésentation augmente à mesure que les pays deviennent plus égalitaires. Donc ce n'est pas socio-culturel, d'accord? Maintenant, les hommes ne sont pas beaucoup plus intéressés par les choses que les femmes. C'est un écart type, ce qui était à peu près la même différence, au fait, entre la norme de la population et les juifs ashkénazes. Mais si tu cherches la personne, cette personne dans les 20 ou celle dans les 50, qui est plus intéressée par les choses et qui est susceptible de devenir ingénieur,
alors la plupart sont des hommes. Voici un autre exemple du même phénomène. Les hommes sont plus agressifs que les femmes. Maintenant, tu pourrais demander combien? Le meilleur moyen de le voir est en Suède, où les politiques égalitaires ont été mises en œuvre pendant une longue période de temps, et tu peux obtenir une inférence plus directe sur la biologie. Si tu prends un homme au hasard et une femme au hasard de la population, et que tu dois parier sur lequel est le plus agressif, et tu paries sur l'homme, tu gagnerais 60% du temps. Donc ce n'est pas tellement, n'est-ce pas? Cela s'écarte du 50-50, mais ce n'est pas du 90-10, c'est du 60-40, d'accord? Alors, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, nous avons un problème aux extrémités ici encore. Disons que maintenant, tu décides d'aller aux extrémités de l'agression et que tu identifies la personne la plus agressive dans une sur 100, ce seront tous des hommes. Devine qui est en prison ces personnes. C'est pourquoi la majorité des personnes en prison sont des hommes. Et c'est une partie élémentaire du problème dans notre société, c'est que nous ne comprenons pas les statistiques. Nous ne comprenons pas que tu peux avoir des différences relativement petites au niveau de la population, qui produisent d'énormes conséquences aux extrémités de la distribution. D'accord? Donc, revenons au QI. Une dernière chose à dire sur le QI. Les différences ethniques sont difficiles à éliminer. Ce n'est semble pas facile de les faire disparaître. Tu peux dire, eh bien, les tests ne sont pas culturellement justes. Eh bien, voici une preuve de cela. Imagine que tu testes le groupe A avec un test de QI et que tu testes le groupe B avec un test de QI. Puis tu regardes que leur performance réelle dans ce que tu es en train de prédire. Si le test était biaisé contre le groupe ethnique A, alors il sous-estimerait leur performance. Et ça ne se produit pas. Maintenant, tu pourrais dire, eh bien, il y a un biais systémique dans les mesures de performance et dans les mesures de potentiel. Et c'est une possibilité. D'accord. Maintenant, une autre chose à propos de cela, il y a un vrai danger dans le débat sur le QI et l'ethnie. Et le danger est que nous confondons l'intelligence avec la valeur, ou que nous confondons l'intelligence avec la valeur humaine. C'est une meilleure manière de le penser, et une des choses que nous devons comprendre ici, c'est que c'est une erreur. Être plus intelligent ne fait pas de vous une meilleure personne. Ce n'est pas le cas. Cela vous rend plus utile pour des opérations cognitives complexes, mais vous pouvez être un sacrifice un génie, n'est-ce pas? C'est moralement neutre, et nous le savons aussi grâce aux données psychométriques. D'ailleurs, il ne semble pas y avoir de lien entre l'intelligence et la vertu. Donc, s'il s'avère que la nature et le destin ne s'alignent pas avec nos présupposés égalitaires, ce qui est très probable, nous ne devrions pas, par conséquent, faire l'erreur de supposer que si le groupe A ou la personne A est inférieur dans un de ses attributs par rapport au groupe B ou à la personne B, cela reflète en quelque sorte leur valeur intrinsèque en tant qu'êtres humains. C'est une grande erreur